L'Union calédonienne de Maurice Lenormand et Roche-Pigeot gagnerait la plupart des élections pendant 20 ans sous le slogan « deux couleurs, mais un seul peuple ». C'était un parti multiracial et progressiste. Et avec l'autonomie accordée dans la loi cadre de 1956, le pays se décolonisait d'une façon plus avancée que les colonies britanniques en Océanie. On était d'avance ici, dans les années 50. Mais l'opposition locale et de Gaulle n'aimait pas l'UC, surtout quand le parti cherchait à construire une usine de nickel dans le nord de la Grande Terre avec l'aide d'Inco, une société canadienne. Quelle ironie dans le contexte actuel. C'était le prétexte d'enlever l'autonomie en ce temps-là. Maintenant, on l'a. Ça se fait. En juin 1958, à Nouméa, des excités anti-autonomistes ont fait une émeute. Et ils ont fait ce qu'on a dit, on appelait la chasse aux hommes envers les élus kanak de l'UC. Le président de Gaulle, plus tard, a organisé un référendum pour décider qui veut rester dans la communauté française ou non. Ça se passe encore dans un sens. 98% de ceux qui ont voté en Calédonie ont choisi le oui. Mais juste avant le référendum, Paris avait rassuré les leaders ici que le territoire puisse garder son autonomie dans la communauté. Pourtant, après, la France commençait à démanteler son autogouvernance. Dans les années 1960, l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie souhaitait souvent que l'autonomie lui soit rendue. Et dans les élections de 1967, 69% des votants l'ont demandé. Mais Paris n'acceptait pas de les écouter. Les temps ont changé. Même le sénateur Henri Lafleur a qualifié cette régression d'un acte de méfiance. La majorité élue démocratiquement à l'Assemblée territoriale la regardait comme une véritable trahison. Je dois dire que les États-Unis étaient d'ailleurs coupables d'une part dans cette politique rétrograde à cause du boom de nickel que sa guerre au Vietnam a stimulé. Les États-Unis avaient déjà aidé d'armer et financer la guerre française précédente au Vietnam. Un détail que j'ai reconnu avec surprise était que le gouverneur français qui a été envoyé ici par le président Charles de Gaulle pour écraser l'Union calédonienne était Laurent Péchou, qui avait déjà réprimé le mouvement nationaliste en Côte d'Ivoire dans les années 1950. Il a bien choisi la personne pour la tâche. Deuxième grand changement. Ensuite, l'État français et son administration locale ont encouragé délibérément une nouvelle vague d'immigration ici, durant le boom de nickel, de façon à marginaliser les partisans d'autonomie. En 1972, le Premier ministre Pierre Messmer explique la raison clairement. Et je le cite, « La présence française ne peut être menacée que par une revendication nationaliste des populations autochtones, appuyée par quelques alliés éventuels dans d'autres communautés ethniques. » Alors, une immigration massive de citoyens français, c'est le président? Non. Une immigration massive de citoyens français fera une masse démographique majoritaire. C'était planifié. Le maire de Nouméa, Roger Larocque, a dit plus directement, il faut faire du blanc. Pourtant,
En 1970, la résolution 2621 de l'Assemblée générale des Nations unies avait demandé aux États membres de prévenir, je le sais, prévenir l'afflux systématique d'immigrants étrangers vers les territoires coloniaux qui portent atteinte à l'intégrité et à l'unité sociale, politique et culturelle des populations se trouvant sous domination coloniale. C'était 2 ans avant cette stratégie. Les Kanaks se trouvaient déjà en légère minorité démographique et nombre d'entre eux sentaient que leur identité en tant que peuple était en voie de disparition à cause de cette vague d'immigrés. Mais parfois, des Calédoniens non-Kanaks eux-mêmes se sentaient mis à côté par les nouveaux immigrés qui étaient souvent mieux qualifiés pour les emplois que les Calédoniens. C'est d'où est venu le mot zoré ou zozo pour les métros qui venaient ici prendre les places. Ces concurrences socio-économiques créaient des tensions et des catégories ethniques se transformaient en nouvelles formations politiques. C'est Louis-José Barbanson aussi qui m'a dit que c'était le boom de nickel et l'immigration qui a tout bouleversé ici. C'était une période bonne dans le sens économique, mais dans le sens social et politique, c'était autre chose. Dans ce contexte de changement structurel contradictoire, c'est-à-dire un boom économique qui apporte 25 000 d'immigrés, en même temps que la révocation politique de l'autonomie locale. C'était une contradiction. Progrès et regret. Dans ce contexte, il aurait été surprenant si personne ne protestait pas. Troisième grand changement. Des jeunes Kanaks et Calédoniens revenaient de la métropole où ils avaient poursuivi des études supérieures. Ils avaient vécu les manifestations étudiantes et ouvrières en mai 68, qui leur a donné de nouvelles perspectives de la mère patrie. Ces rapatriés ont senti que des intérêts extérieurs puissants et une masse de migrants opportunistes étouffaient les voies progressistes locales et recolonisaient le pays. Ils ont employé le mot recolonisation du pays. Ils ont commencé une opposition contre cette politique qui s'est fait connaître ensuite sous le nom du Réveil Kanak, d'où vient le titre de mon livre. Eux-mêmes, ils ont choisi le terme Réveil Kanak, comme je vous dirai. Mais voyons un peu le développement de leur pensée. Je passe pas mal de temps en discutant ça dans le livre. En mai 1968, le soulèvement en France a inspiré les étudiants kanaks et calédoniens qui formaient un comité d'action pour l'autonomie de la Calédonie et la défense de la France. Ces étudiants ont appris que, et je le cite, la France n'était pas forcément du côté de ceux qui détenaient un pouvoir autoritaire, mais bien du côté de ceux qui, dans leurs droits, rappelaient au gouvernement les devoirs qu'ils oublient. En Calédonie aussi, la démocratie est oubliée afin de protéger un petit groupe d'intérêts commerciaux privés qui exploitent ses concitoyens. Le comité réclame l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie au nom de la France. Parce que, et je le cite encore, la liberté est censurée, l'égalité transformée en un système d'exploitation et la fraternité remplacée par le paternalisme. Ces gens disaient que mai 1968 a été révélateur, et je les cite encore. Dans les rues du quartier latin, malgré les matraques, des milliers d'étudiants se sont réveillés, d'où vient le mot « réveil kanak ». Ils ont découvert que leur jeunesse avait été endormie.
que leurs forces créatrices avaient été continuellement neutralisées par les promesses de situations avantageuses. Nous avons vu avec tristesse la véritable nature du gouvernement, mais nous avons vu aussi avec joie le vrai visage de la France démocratique, même révolutionnaire, on dirait. Nous ne l'oublierons jamais. Des années de déception se sont envolées. Début 1969, les étudiants radicalisés, dont la moitié étaient Kanaks, lancent un nouveau journal qui s'appelle Kanak Hommes Libres. Ils expliquent qu'ils veulent unifier les groupes ethniques de Nouvelle-Calédonie en une seule communauté. Ils expliquent qu'ils utilisent le terme Kanak comme symbole de leur action, parce que, et je le cite, ce mot reflète toute la réalité calédonienne actuelle, parce qu'ils ont, Paris a repris le pouvoir et l'Assemblée territoriale ne pouvait rien faire. Ils disent « Kanak n'est plus pour nous une appellation péjorative réservée à une race, mais à tous les Calédoniens épris de liberté, quelle que soit la race à laquelle ils appartiennent. » C'est intéressant pour moi qu'au début, l'expression « réveil Kanak », c'est non seulement un réveil, mais c'est une vision de Kanak comme tout le monde dans le pays. Parce que tout le monde, en ce moment, se sentait opprimé d'une façon. Ça ressemble un peu au terme « victime de l'histoire coloniale » qu'on employait dans les années 80. Puis, les étudiants s'engageaient après ça dans les vacances dites actives. Au dimanche 13 juillet 1969, veille de la fête nationale, les Nouméens découvrent sur les murs des bâtiments publics des slogans peints en lettres capitales, tels que « Abat le colonialisme »,« La Calédonie libre »,« Le Front national de libération vaincra » et « Vive l'indépendance ». La police arrête 3 jeunes blancs, mais en août, encore du graffiti. Dehors des plans, la Calédonie au Kanak. Kanak, soyez des hommes. Et les Blancs sont venus avec la Bible pour nous civiliser. Nous avions les terres. Maintenant, ils ont les terres et nous avons la Bible. La police arrête une dizaine de personnes cette fois, y compris Niduish Naiseline, fils d'un grand chef de marée. Le 2 septembre 1969, 400 supporters se rassemblaient devant le commissariat. Des jeunes de Marais considéraient le refus de lâcher le fils de leur chef comme une insulte envers la coutume indigène. Et malgré plusieurs charges de la police, le résultat était une émeute. 11 ans après celle des loyalistes en 1958. Les jeunes de 1969 ont baptisé leur bulletin qu'ils ont créé « Réveil Kanak ». Ils ont choisi ce terme. Parce qu'ils avaient le sentiment que la lutte contre la recolonisation de leur pays nécessitait une action directe. Ils ont même nommé l'émeute leur attaque contre la Bastille coloniale. Lors de son procès, Naiseline déclare, et je le cite, « Il est vrai, nous avons voulu commettre 2 meurtres, celui de la mythe de la supériorité de la race blanche et celui du mythe de la sauvagerie kanak. Nous, les corps sans tête, comme le printemps d'un corps de missionnaires, devons être commandés, évangélisés, hellénisés, transformés en créatures gréco-latines. Et celui qui décide de violer le no man's land qui sépare le corps kanak de l'intelligence blanche s'expose aux critiques des défenseurs du système colonial.
au refus de soi que nous impose le colonialisme. Il a dit, nous opposons l'acceptation de soi. Les longs mots bêtes. Une polarisation ethnique, politique et économique croissante allait culminer dans une révolte indépendantiste aux années 1980. En lien avec le vaste mouvement d'opinion opposé aux essais nucléaires français en Polynésie française, la lutte kanak a réveillé des sentiments critiques vers la France dans l'ensemble du Pacifique. À mon avis, la leçon historique est claire. Ne pas annuler les droits une fois qu'on les a donnés, surtout dans un contexte de domination néocoloniale. La répression officielle, sous prétexte que les activistes anticoloniaux voulaient semer la haine rationnelle, a radicalisé davantage des jeunes Kanaks et Calédoniens. Ils ont organisé des foulards rouges, c'est le nom que la presse leur a fait parce qu'ils portaient des foulards rouges. Puis aussi, ils fondent l'Union Jeunesse Calédonienne, un groupe 1878, et l'Union pacifiste et antiraciste. Ils manifestaient, publiaient des bulletins et s'engageaient parfois avec des politiciens autonomistes comme Yann Tchéléné Uruguay de l'Union multiraciale. Le problème aussi que, puisque l'UC a perdu son pouvoir, l'Assemblée territoriale ne pouvait plus rien faire, il y avait des scissions dans l'Union calédonienne. Jean-Marie Djibal a organisé un festival des arts indigènes qui s'appelait Mélanésie 2000, qui annonçait aux habitants que les cultures indigènes existaient toujours, que l'histoire coloniale était douloureuse pour les indigènes et que les tribus différentes pouvaient travailler ensemble sous l'étiquette kanak. Mais le statut du territoire restait flou, jusqu'à ce que le Premier ministre Jacques Chirac a dit en 1975 que l'autonomie interne était périmée depuis longtemps. Alors il faudrait choisir entre l'indépendance ou le système actuel amendé dans la plus large mesure possible. 43 ans plus tard, cette phrase fait écho toujours. Des groupes activistes avaient déjà commencé à demander l'indépendance et aussi le retour des terres confisquées. En 1976, ils ont formé le Parti de libération kanak, Palika. Ce parti théorisait une sorte de synthèse entre la quête de reconnaissance de l'identité culturelle kanak et le but socialiste d'une économie plus juste pour tout le monde, ce qui culminait dans une vision de nation locale qui était multiraciale et progressiste. Le Parti socialisme a prévenu que ce soit seulement une libération ethnique. Mais les anti-indépendistes faisaient la politique de peur en accusant les anticolonialistes d'être des communistes ou bien des racistes qui cherchaient à complètement renverser l'ancien ordre colonial. La polarisation politique montait en 1967 quand Jacques Lafleur a unifié les loyalistes dans son rassemblement. En même temps, l'UC, mené par Djibao et une nouvelle équipe, a choisi l'indépendance kanak et socialiste. Mais des centristes cherchaient quand même à construire des ponts de coopération entre les émergents blocs opposants. Ils se sont alliés avec Djibal entre 1982 et 1984 avec le soutien d'un nouveau gouvernement socialiste à Paris. Mais la violence minait ces efforts. Avec l'assassination de Pierre de Clercq de l'UC dans sa maison en 1981,
une émeute des extrémistes loyalistes en juillet 1982 quand une foule a envahi l'Assemblée territoriale pour attaquer ceux qui parlaient de la réforme foncière. En même temps, les contestations de terre montaient en brousse. En 1983, pour essayer de sauver la paix, le secrétaire d'État au Danton, Georges Lemoine, a invité les leaders du pays à négocier un nouveau statut à Nainville-les-Roches. C'était la première fois que Paris a offert de dialoguer avec les Calédoniens au lieu de gouverner par décret unilatéral. L'évidence suggère que les conversations étaient vives et émouvantes, et le communiqué final à Nainville a proclamé une volonté commune d'abolir le fait colonial et de reconnaître l'égalité de la civilisation mélanésienne et la légitimité du peuple kanak, premier occupant du territoire, qui a un droit inné et actif à l'indépendance. Mais cette autodétermination serait ouverte également pour des raisons historiques aux autres ethnies dont la légitimité était reconnue par les représentants du peuple kanak. Donc, une double légitimité. Et un pays multiethnique qui inclut ce que les Kanaks appellent les autres victimes de l'histoire coloniale. Je pense que cette phrase vient d'Albert Memmi, qui écrivait son ouvrage Le colonisé et le colonisateur dans les années 50, dans le contexte de la guerre algérienne, parce que Memmi a dit « c'est non seulement les indigènes qui sont des victimes de l'histoire coloniale ». Le document a proposé un statut d'autonomie interne, mais évolutive, accompagné par le développement économique. Les leaders français, Kanaks et centristes calédoniens l'ont signé, mais pas le rassemblement. C'était vraiment, à mon avis, une occasion manquée tragique. C'était en avance, peut-être, dans le contexte très polarisé en ce moment. Parce que 5 ans plus tard, après les douleurs de la conséquente révolte kanak, Lafleur et Djibao et d'autres ont finalement signé un document qui ressemble beaucoup à celui de Nainville, ce qu'on appelle l'accord de Matignon de 1998. Depuis 1998, le pays vit sous l'accord de Nouméa, comme vous savez. Le troisième effort négocié qui, avec les droits organiques, est enchâssé, cette fois, dans la Constitution française. Je peux vous dire que les États-Unis ne feraient jamais un geste comme ça vers un territoire. La France est bien en avance par rapport aux États-Unis, surtout aujourd'hui. Oh là là. Par de rétrograde, regardez Trump. OK, pardon. Cet accord, c'est-à-dire l'accord de Nouméa, a permis la restauration de l'autonomie. Pas la première fois, c'est la deuxième fois maintenant. Mais cette fois d'une façon encore plus évolutive qu'en 1956, et qui met aussi les 3 provinces dans une relation fédérale, d'après Johnny Faberon, avec le pays et avec la France. Je vous suggère que quoi que soit le résultat du référendum en novembre cette année sur l'indépendance, les leaders du pays auront à négocier encore pour créer une nouvelle forme de statut. Parce que le pays est actuellement sui generis, c'est-à-dire sans statut clair juridique. Le référendum en soi-même ne finira pas le travail sur l'avenir de ce pays, parce que la stabilité doit être basée sur la justice équitable. Pour comprendre cela, en tant qu'historien, je dis il faudrait bien connaître l'histoire, même l'histoire coloniale, dont les blessures durent pour les générations après, si on essaie de les ignorer.
instaurer un équilibre entre une dignité autochtone retrouvée et la sécurité des populations installées pourrait réussir à mesure que la pratique quotidienne d'un gouvernement collégial construit une confiance mutuelle. C'est ça qu'il faudrait faire. Je vous suggère aussi que l'histoire nous montre, comme j'ai dit avant, que la France n'abandonne pas ses anciennes colonies. Et puis, en plus, il y a dans les pays de l'Océanie pas mal de variétés de souveraineté et de statuts mixtes. Par exemple, le pays de Kiribati, dans le centre du Pacifique, par exemple, qui était une colonie britannique, avec une population de 120 000, a un siège dans l'ONU, mais aussi a un accord séparé avec l'Australie pour la défense et la monnaie. Ils sont indépendants, mais on peut avoir un accord de n'importe quelle sorte avec d'autres pays si vous ne pouvez pas payer pour ça vous-même. Alors, tout est à négocier. C'est plus facile à dire que de le faire, je sais. On le voit. Il se peut même, je dis, qu'une autonomie progressivement souveraine puisse devenir une habitude. Moi, depuis que je deviens adulte, je soutiens l'autogouvernance. Pendant la visite du président Emmanuel Macron, il a suggéré une souveraineté dans une souveraineté. Et à mon avis, il pouvait continuer une souveraineté dans une souveraineté dans une souveraineté, parce que la France est dans l'Union européenne. Tous les pays du monde sont liés de façon différente aujourd'hui, qui fait un compromis avec la souveraineté. Mais le président aussi a dit que c'est aux citoyens de ces pays de décider ce que ça veut dire exactement. Dans ce sens-là, vous avez environ 5 mois avant le référendum. Dans ce sens-là, vous avez le droit de voter pour l'indépendance. Ça, c'est la première fois, vraiment, où tout le monde pouvait participer. Ce qui fait que, pour le moment, vous pouvez vous imaginer indépendant pour réfléchir ce que ça donne. Qu'est-ce qui va changer exactement? Peut-être les fonctionnaires français s'en vont chez eux et vous pouvez les remplacer avec les gens du pays. Peut-être ça peut influencer le coût de vie ici un peu. On peut développer l'agriculture, diversifier l'économie, poursuivre la pêche, peut-être même renégocier avec les grandes sociétés qui font les mines ici. Il y a toutes sortes de possibilités. Non, je vous suggère simplement d'y réfléchir un peu dans ce petit temps-là où les deux possibilités sont là. Les luttes récurrentes de libération dans l'histoire démontrent que l'autodétermination nationale exige une volonté courageuse, une vision créatrice et une coopération en bonne foi pour le bien commun. Alors j'encourage tous les citoyens de long terme, ceux qui vont voter, de réfléchir et de discuter au lieu de se laisser guider par les slogans ou des stéréotypes afin de naviguer votre futur. Dans cet esprit démocratique et multiethnique, je vous souhaite tous un avenir partagé et plein d'espoir. Merci. Merci beaucoup, David. Nous avons demandé à Claudine Ouiri, qui est journaliste et correspondante permanente de l'agence France Presse, de bien vouloir lancer le débat. Ensuite, nous avons, mais c'est d'abord le débat qui prime, vos questions qui priment, et ensuite, si nous pouvons, nous reviendrons sur le livre lui-même, là, un peu en termes de fabrication, sur la traduction, etc. Donc avec Gilbert Bladinière, qui est donc le directeur des éditions Madréport, Philippe Boisserand, traducteur-rédacteur, et qui donc, dont
on a déjà souligné sa part importante à la révision de la traduction et puis aussi à la nouvelle iconographie dont on n'a pas parlé. La traduction elle-même, donc ce livre-là, comporte aussi, va beaucoup plus loin aussi dans l'iconographie. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Et on pourra aussi se tourner vers Christine Roussel qui est dans la salle, donc d'éthique, et qui, elle, a mis en page l'ouvrage et donc a suivi aussi, a suivi et a accompagné, nous a accompagnés dans toute la fabrication, mise en page, etc., réflexion sur le montage de l'ouvrage. Voilà, moi je vais passer dans la salle avec un micro et donc prendre vos questions. Merci Claudine. Bonsoir. Donc peut-être avant de vous passer la parole et que chacun puisse poser des questions, peut-être vous poser une première question. Oui. Monsieur Chappel, c'est vrai que votre livre, donc votre conférence, elle revient ce soir à un moment historique que va connaître la Nouvelle-Calédonie avec le référendum au mois de novembre. Et je voudrais peut-être que vous nous expliquiez comment, en fait, en lisant votre livre, on peut mieux comprendre cette échéance-là et mieux la situer finalement on voit bien, dans un continuum historique qui a commencé dans la période que vous décrivez. Merci pour la question. Dans un sens, j'ai essayé déjà d'expliquer un peu dans mon discours là, parce qu'il a des résonances des années 50, 60, 70, même 80, qui nous influencent toujours aujourd'hui en essayant d'analyser et pour vous de décider comment vous allez voter en novembre. Par exemple, une chose qui est importante, je pense, ne pas essayer d'aller en arrière encore. Ça, c'est clair. Parce que c'est ça qui a culminé dans les événements de 1980. C'est tragique. On aurait pu l'éviter si on avait une politique différente. En même temps, on a Nainville-les-Roches, où on a négocié d'une façon vraiment émouvante d'après les participants. On essaie de trouver une solution et ça n'a pas été accepté par tout le monde et ça aussi a contribué à la violence. C'est tragique ça quand on regarde comme ça de loin. Et ce qui fait qu'il faudrait vous mettre tous au travail, réfléchir, discuter, trouver une solution. Et je pense toujours, comme j'ai dit, qu'on aura encore à négocier malgré n'importe quel résultat du référendum. Il y aura un après-référendum. Et avec un bon commissaire ici pour vous aider et des leaders aussi, j'espère qu'ils vont essayer de coopérer un peu. On peut trouver une solution. Moi, je suis confiant en ce temps-ci parce que la relation est différente. C'est une France différente aujourd'hui que l'époque des 50 et 60 et même 80. Et c'est à vous de prendre la responsabilité, chacun de vous, de parler, éduquer les gens, essayer les gens de réfléchir non seulement sur la question du référendum, mais après. Vous avez déjà un pays qui se gouverne, qui se gouverne. Et ça, c'est beaucoup différent que dans les années 60, 70, 80. C'est une grande responsabilité. C'est pas facile de mettre les gens ensemble pour un but commun, un destin commun. Regardez mon propre pays. On supposait qu'on faisait du progrès, et puis tout d'un coup, on coupe les choses pour lesquelles des générations luttaient pour créer des protections pour les pauvres et pour créer de l'accès à la santé médicale. Tout ça, ça a changé encore maintenant. Enfin,
c'est plus facile de dire que de faire, évidemment, et on suppose qu'on a dépassé les dangers, les déçus, quoi. Mais il se peut que se relève encore si on ne fait pas un vrai travail pour faire un pays, quoi. Vous disiez que la Nouvelle-Calédonie a beaucoup changé depuis les années 60, que la société a évolué, qu'on n'est plus dans une société aussi cloisonnée qu'avant. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé par rapport à votre livre, c'est la bipolarisation du monde politique calédonien aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça reste figé encore aujourd'hui, à votre avis? Comment vous voyez le paysage politique calédonien aujourd'hui? C'est une bonne question, pas facile à répondre. Vous pouvez répondre mieux que moi, sans doute. Mais je dirais que même si la France est différente aujourd'hui, il y a toujours la question de la relation avec la France qui est primaire. Au lieu de regarder peut-être les autres choses qu'on devrait faire, même quoi que le résultat du référendum, hein, la politique socio-économique, par exemple, l'éducation, la formation des gens. Il faut préparer. Vous pouvez déjà préparer vos propres enfants pour remplacer les Français, même si on reste avec la France. Mais ça prendra encore du temps, mais on dit ça depuis 40 années. Hein. Il faut toujours améliorer la formation, et on est toujours dans une situation où souvent ils doivent aller en France pour faire les études. C'est normal peut-être, mais aussi ça c'est une chose où on peut travailler un peu plus. Alors, il y a aussi le constat que si je regarde le Pacifique, être dans une situation presque 50% indigène et descendants des immigrés est un peu unique, sauf au Fidji, mais le pays est devenu indépendant et les indigènes contrôlaient l'armée et ils ont essayé de résoudre ces problèmes à leur façon. Mais c'était le même problème. Quand on est presque égal, ça fait une certaine tension automatiquement qui va gagner cette élection comme ça. Dans les autres colonies de peuplement, disons, comme Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, même les États-Unis, l'histoire fait que les immigrés sont tout à fait dominants. Les indigènes sont 2% en Australie, aux États-Unis, même moins que 2%. Imaginez pour un moment si le Congrès des États-Unis était moitié indien. Moitié indigène américain. Quel genre de politique est-ce qu'on a là-bas? Si on est divisé maintenant, ça aussi va poser des problèmes. Hein? Alors, il faut avoir des leaders qui peuvent dépasser ça et essayer de dialoguer, essayer de trouver des choses en commun. On l'a essayé plusieurs fois. On avait le FNSC à l'époque, dans les 60 et 70. On a aussi encore des centristes, je dirais. D'ailleurs, un groupe plus large qu'on avait avant. Et ça, pour moi, même si ce n'est pas encore une solution, ça me donne de l'espoir. Parce qu'il y a des gens qui, apparemment, commencent à penser à la Calédonie comme pays en soi. Peut-être même lié à la France, mais on sait bien que c'est un pays séparé ici, et en Océanie. Et alors cette conscience-là, peut-être il y a des filières, des possibilités de faire des compromis. Je vois déjà dans le Congrès, il y a des votes, par exemple, sur l'économie, sur le social, des choses comme ça, où les gens des deux côtés, souvent, ils vont ensemble. Pas tout le monde peut-être, mais une majorité. C'est comme ça, peut-être que dans le temps, les gens vont commencer à avoir plus de confiance entre eux, au lieu de constamment penser
de la relation avec la France. Pensez à vos relations ici et quelles sont les tâches à faire. C'est une idée seulement. Dans votre livre, on voit que vous avez des convictions assez fortes. Pour les lecteurs, est-ce qu'il faut voir ce livre comme un travail d'historien ou quelle est la part aussi de vos convictions qu'on peut lire dans votre récit? Oui, c'est intéressant toujours pour les scientifiques. Est-ce qu'on est tout à fait scientifique? Mais si on étudie une situation très, très politisée, j'avoue que je suis sympathisant des gens opprimés partout dans le monde et leurs descendants. Je suis élevé à l'État de New York à côté d'une réservation d'Indiens américains, les Iroquois, on les appelle. Et d'ailleurs, c'était le centre, Syracuse, New York, de la Confédération Iroquois. Et j'ai joué à la crosse. Et c'était un jeu indien. Et puis, je suis allé une fois là avec mon équipe. On a joué contre les Indiens de la réservation et ils nous ont écrasés. Parce qu'ils apprenaient ce sport depuis qu'ils pouvaient marcher. Alors, aussi, mon père m'a fait aimer l'histoire et lui, il s'intéressait toujours aux pionniers fameux comme Daniel Boone, Davy Crockett, tout ça, mais aussi aux Indiens, Tecumseh, Pontiac, Geronimo et les autres. Et il voyait lui-même des héros sur les deux côtés. Alors j'étais dans un sens entraîné moi-même de penser comme ça. Même si je regarde des situations difficiles, je pense qu'on peut changer de mentalité, on peut ouvrir l'esprit suffisamment pour comprendre les causes des tensions. Au lieu de blâmer l'autre parce qu'il est de ce groupe-là, quelle a causé, quelle a produit des concurrences économiques, quelle a créé des inégalités, quelle a créé des mémoires douloureuses du passé. Ceux qui viennent d'arriver dans le pays ils s'intéressent souvent pas du tout à ce passé. Mais pour les gens de longue durée qui doivent décider l'avenir du pays, quand même, il faut réfléchir, essayer de comprendre, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec l'autre, pourquoi il agit comme ça. C'est ça qui est mieux que les stéréotypes, à mon avis. Et justement, on va voir si le public s'intéresse. Peut-être vous donner la parole. Une première question à M. Chappell. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. M. David Chappell. Je m'appelle Germaine Lemia Bishop. Germaine, salut. Salut. Alors, avant de commencer, c'est d'abord un grand remerciement. Parce que... Merci. Non, vas-y. Parce que vous avez su parler des choses qu'on n'a jamais voulu en parler ici en Calédonie. Moi, je suis enseignante de formation. Et je sais que l'histoire, parler de l'histoire, de la vraie histoire à nos enfants, c'est la meilleure manière de les amener à plus d'esprit critique. C'est pourquoi je veux d'abord vous remercier, parce que vous avez parlé des choses qu'on n'a jamais voulu en parler ici en Calédonie. Je vais parler du réveil kanak. Quand on raconte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, on la raconte à partir de 1984. On le raconte à partir des événements de 1984. Et c'est ce que je trouve déplorable. Parce que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie a commencé à partir d'Ataï d'abord. Et ensuite, il y a eu les grands événements en même temps qu'il y a eu les mai 68 en France, parce que c'est quand même international. Ça a permis d'inclure la Nouvelle-Calédonie, le combat en Nouvelle-Calédonie, en tout cas des Calédoniens et donc des Kanaks pour leur émancipation. Ça a permis d'inclure mai 69, le 2 septembre 69 a permis d'inclure l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans l'histoire entière
de l'Europe, mais aussi du monde entier, parce que le monde était tourné vers mai 68. Et c'est ce que je trouve dommage, ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que je veux vous remercier. Parce que vous êtes le seul à en parler. Et c'est peut-être ça qui fait la bipolarisation politique. Parce qu'on refuse de parler des vraies choses. On refuse de raconter l'histoire avec sa chronologie naturelle. Il faut sortir de ces non-dits. Parce que maintenir ces non-dits, c'est contribuer à cette sectarisation d'un peuple par rapport à un autre. Alors qu'à un moment de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, quand c'était 2 septembre 69, ce n'était pas que les Kanaks. Il y avait beaucoup de Calédoniens. Je ne vais pas citer leurs noms parce que, bon, par respect, je vais parler de Jean-Paul Caillard, je vais parler de Bourdina, je vais parler de Max Chivot, qui est un grand témoin. Et ce sont des étudiants calédoniens. Alors, je vois aussi M. Dylan Singer qui est là avec nous. Julien Dylan Singer. Voilà. Et c'est dommage. Parce que ce n'est pas en camouflant l'histoire, si je demande pardon hein, si je dis des mots sévères comme ça, mais je pense que voilà, je suis maman, je suis enseignante, et je ressens bien ce trou de l'histoire, parce qu'on refuse d'en parler. Et il faut beaucoup plus de gens qui parlent du réveil kanak. Il faut beaucoup plus de gens qui parlent des bonbons des foulards rouges. Il faut beaucoup plus de gens qui parlent d'un seul grand chef qui s'est levé et qui a voulu parler comme un simple sujet. C'est important de dire tout ça, parce que ça va contribuer à la... Vous avez parlé tout à l'heure de l'instauration de la dignité autochtone. Ce n'est pas en mettant les Kanaks ensemble et en se camouflant l'histoire qu'on va pouvoir lever une identité. Voilà, je veux surtout vous remercier, M. Chappelle, d'avoir permis, je crois que vous allez arriver à un moment donné de l'histoire, à quelques mois du référendum. Je vois beaucoup de grands personnages ici dans ce lieu. Je pense que ça va contribuer. Merci beaucoup pour votre venue. Merci, Jabin. Quelqu'un d'autre? Julien? Bonjour, je ne pensais pas dire un mot, mais David, on se connaît depuis longtemps. Merci pour cet ouvrage aussi. Je partage un peu ce qui vient d'être dit. J'ai aussi participé à ma manière, bien sûr, avec Nidouish et beaucoup d'autres Kanaks de ce moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis revenu en Calédonie parce que Jean-Marie Tjibaou me l'a demandé avant sa mort. J'étais ici en 77, je n'avais pas de travail, j'ai dû partir. J'étais coopérant en Afrique, au Togo, pendant 4 ans. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis revenu pour travailler à Koné. Mais depuis 30 ans, je vois ce qui se passe. Effectivement, la Calédonie a énormément changé, mais je me pose des questions encore sur l'avenir de ce pays. C'est vrai que la France a fait énormément de choses. J'étais à Paris lorsque les accords de Matignon ont été signés. J'étais avec Jean-Marie, avec Nidouish, tous les élus qui étaient là à ce moment-là. J'ai vécu des choses un peu difficiles. Je voyais Jean-Marie, pas attristé, mais avec une conscience, ce qui venait de signer certainement, la fameuse poignée de main. Donc on a vécu un peu tout cela, et je disais tout à l'heure à David, c'est vrai que les événements, on aurait pu les éviter si M. Lafleur avait été plus compréhensible vis-à-vis de la lutte des Kanaks. Et cela depuis quelques années, depuis 69 notamment, mais ce qui s'est passé avant, ce que tu expliques bien dans ton livre, tout ce qui s'est passé entre 1946 et 69, ça a été un combat quand même de l'Union calédonienne pour essayer de faire aboutir quelque chose de plus positif pour les Kanaks, pour l'ensemble des Kanaks et des Calédoniens aussi. Il ne faut pas oublier que l'Union calédonienne était quand même composée de beaucoup de Calédoniens. Donc ça, c'est une chose qui n'a pas marché.
Mais on n'a toujours pas compris pourquoi il y a eu le 2 septembre 69, mais on n'a toujours pas compris pourquoi il y a eu la création du Palika et de tous ces mouvements indépendantistes de la jeunesse kanak jusqu'au congrès de Bourru à Bourail en 75-76, lorsque Jean-Marie, Éloi, Declercq et tout ça sont arrivés pour essayer de changer la donne. Et cela, on n'a toujours pas compris, malgré le grand rassemblement que Jean-Marie Tjibaou a fait avec Mélanésia 2000. Alors, est-ce que c'est la France qui ne voulait pas comprendre, ou est-ce que c'est les Calédoniens, ceux qui avaient l'emprise, la main sur l'économie, sur le commerce de ce pays, qui ne voulaient pas comprendre les choses qui se passaient? Parce que moi, je considère, je te disais tout à l'heure, David, moi, je pense toujours que le réveil kanak, il est né à Paris, avec les étudiants de Paris. Et avant 68, j'y étais. Donc, j'ai assisté à cette montée progressive de réflexion qu'il y a eu dès 1965. Et effectivement, 68 nous a permis de voir les choses autrement. Et c'est ce qui a bouleversé les choses ici. Il y a certains élus qui ont compris, notamment Yann Séléné, dont tu as évoqué son parcours. Ce sont des choses que beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu aller en France à cette époque-là et qui ont compris qu'il se passait quelque chose. La France aussi connaissait bien cette histoire. Il ne faut pas oublier que, quand même si le général de Gaulle avait décrété un peu l'ouverture, enfin l'arrêt du régime de l'indigénat en 1946, ça n'a pas permis quand même une évolution sensible du peuple kanak jusqu'en 1969. Et même si les événements ont eu lieu, c'est parce qu'on n'avait toujours pas compris ce réveil kanak qu'il y a eu en 1969. Donc là, effectivement, tu soulèves une question avec ton livre, pourquoi on a voulu cacher cette période-là. D'ailleurs, moi, j'étais toujours étonné lorsque je voyais la plupart des élus, lorsqu'ils venaient à Paris, de constater que souvent l'histoire du mouvement kanak commençait en 84 ou en 75, mais on évacuait cette période 69-75, et j'ai jamais compris pourquoi. J'ai essayé de demander quelquefois à Christian Burck, à François Burck, pourquoi on n'évoquait pas cette question qui était primordiale. Parce que Jean-Marie Tjibaou avait très bien compris qu'il ne fallait pas contrecarrer ce que la jeunesse kanak avait soulevé, mais la jeunesse avait évoqué la question politique à travers le foncier, et surtout cette question de l'identité, de la reconnaissance des Kanaks, alors que Jean-Marie a essayé d'aborder la question sous un autre angle avec la culture. Et c'est ce qu'il a fait en 1975. Et malgré toutes ces dispositions quand même qui auraient dû éveiller la curiosité, si je peux dire comme ça, de tous nos responsables politiques de droite en Calédonie, personne ne l'a fait. Il a fallu les événements et arriver à ce dramatique dénouement tragique d'Ouvert, l'accord Matignon. Moi, j'ai toujours pensé que sans le réveil kanak de 69, sans le drame d'Ouvéa, il n'y aurait jamais eu d'accord de Matignon. Et on ne serait pas aujourd'hui avec l'accord de Nouméa. Et aujourd'hui, et j'en terminerai là, c'est que pour dire demain on va voter, là, dans 5 mois on vote. Mais les gens ici n'ont rien compris encore. N'ont rien compris de ce qui va se passer. Ils veulent un avril 62 à Alger, c'est ça qu'ils veulent. Paul Néotine a bien dit, l'indépendance, ça ne se négocie pas. C'est un droit, comme c'est le droit de respirer pour le peuple kanak. Il n'y a pas d'avenir possible sans l'indépendance kanak. Et c'est vrai, là je reconnais que l'État français fait des choses extraordinaires pour l'évolution de ce pays. Mais il y a toujours des disparités régionales, disparités sociales. Il y en a énormément. Mais c'est vrai, comme tu le disais, ce n'est pas simple de créer un pays, de former des gens, former des jeunes.
avoir des responsabilités. C'est pas évident. Et si demain on n'est pas indépendant, les estimations qui sont données actuellement sont défavorables aux indépendantistes. Mais cela, ça ne va pas les décourager pour continuer à ce qu'il faut faire pour ce pays, parce que c'est leur pays. Nous, on est des descendants d'immigrés, on est des descendants de colons. Ça, on ne l'oublie jamais. Si moi, j'ai bien appris la situation ici, il a fallu que je sois à Paris, être confronté à tout ce qu'on voit à Paris. Et aujourd'hui, je constate une chose, c'est que depuis l'accord de Nouméa, c'est que j'ai l'impression que la droite locale est en train de reprendre le dessus du pavé. Ce n'est pas possible, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et malgré tous les efforts qu'il y a eu, les rébellions, tout ce qui s'est passé depuis 40 ans, 50 ans, les Kanaks sont toujours minoritaires sur le plan politique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Ben moi, je pose la question. Oui, il faut que ce pays accède à l'indépendance, parce que c'est l'avenir d'un destin commun. Il n'y peut pas avoir de destin commun sans cette indépendance kanak, sans que la France redonne les clés de la porte qu'elle a ouverte en 1853, qu'elle les donne à Pueblo. Il faut qu'elle les rende aux Kanaks. À ce moment-là, on pourra construire un destin commun. Il n'y a pas de destin commun sans indépendance kanak. Voilà, merci David. Merci, Julien. Est-ce que vous voulez réagir peut-être à ce qui vient d'être dit? Oh, je pense qu'il s'est exprimé assez bien pour que tout le monde puisse comprendre ça. Ouais. Alors, Pierre-Christophe Pans, oui. peut intervenir. Bonjour Monsieur Chapelle, Pierre-Christophe Pans, docteur en géopolitique. Merci beaucoup pour votre conférence en français, il faut le noter, merci beaucoup. Effectivement, je pense que la thématique que vous abordez maintenant depuis plusieurs années est une thématique importante, puisqu'il y aura le avant et le après Réveil Kanak. Et par rapport aux causes que vous avez évoquées, vous évoquez plus largement dans votre livre et lors de cette conférence, vous évoquez notamment les vagues migratoires qui ont été concomitantes au boom du nickel. Et qui ont favorisé justement cette implosion, en tout cas ce réveil kanak. Alors moi j'ai une question assez bête, c'est que vous avez évoqué notamment la politique conservatoire de la France à cette époque-là, avec la circulaire Mesmer, la déclaration du maire de Nouméa, M. Larocque, par rapport il faut faire du blanc. Donc ça intervient dans les années 70. On sait par rapport au recensement qui a été fait en Nouvelle-Calédonie que la population kanak, elle devient minoritaire en 1963. Est-ce que, ma question elle est toute simple, c'est comment elle s'est matérialisée finalement l'incitation dont vous parlez par rapport aux vagues migratoires? Est-ce qu'il y a eu des politiques incitatives pour que justement il y ait ce renversement démographique? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite selon vous par rapport à l'impact que ces migrations ont eu sur ce renversement démographique, et est-ce qu'on peut le quantifier? Parce que c'est vrai que quand on évoque cette question par rapport à la politique conservatoire, on n'arrive pas à distinguer finalement le rôle qu'a eu le boom du nickel d'une part avec les migrations, et d'autre part la politique conservatoire de la France vis-à-vis des migrations en Nouvelle-Calédonie. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire la part, entre guillemets, que ces politiques ont eu sur ces migrations en Nouvelle-Calédonie? Enfin, il y a plein de statistiques là-dessus dans les documents. Enfin, ce que je peux dire, c'est que c'était évident que c'était non seulement des gens qui venaient chercher des emplois, comme on a un peu partout dans le monde, mais aussi que c'était dans un sens orchestré ou encouragé. On a créé un bureau ici de recrutement, on a recruté les gens en France, on a fait venir des Tahitiens, on a fait venir les Wallisiens pour la construction. D'une part, c'était pour des raisons économiques, parce qu'on peut payer les gens moins que les gens du pays. Il y a toutes sortes d'aspects qu'on pourrait examiner, mais c'est une bonne question dans le sens que sur cet aspect
particulier. Je ne connais pas une bonne étude sur les statistiques et l'impact, mais les documents existent. Il faut les rassembler, analyser davantage peut-être pour mieux répondre à votre question. Merci. Oui, bonsoir Monsieur Chapelle, merci pour cette excellente piqûre de rappel pour certains qui ont connu tout ça. Merci. Gérard Lavigne, docteur en anthropologie sociale et culturelle, spécialité ethno-mathématique. Moi, je voulais intervenir parce que systématiquement, lorsqu'on parle, et heureusement, vous en parlez bien de cette période-là, et aujourd'hui encore, malheureusement, on situe toujours le débat autour des questions économiques. La paix en Nouvelle-Calédonie, c'est l'économie. Ça a été comme ça dans le boom du nickel des années 60. Ça revient depuis 98. L'accord de Nouméa développe ça. Sauf que jamais on ne parle de la formation de ceux qui sont susceptibles de participer à ce développement. Les résultats de l'école en Nouvelle-Calédonie sont catastrophiques pour la population kanak et océanienne en général, y compris les caldoches qui ignorent qu'ils fonctionnent comme les autres du reste. Et ça, c'est dramatique pour un pays qui, dans 5 mois, a priori, devrait se prononcer pour un avenir différent, tout au moins, parce qu'il faudra bien qu'il soit différent, cet avenir. Mais la question scolaire, en fait, vous avez dit une phrase que je ne peux pas trop partager. La France a changé. Certes, dans certains domaines, la France a changé, pas dans l'école. La France a conservé les fondamentaux de l'école, c'est ce qui fait véritablement l'école, c'est-à-dire les programmes, la détermination des programmes, la formation des enseignants et le contrôle pédagogique. Ça, c'est le cœur même de l'école. Le reste, c'est construction de bâtiments, payer des enseignants, etc. Bon, mais le cœur même, c'est ça. Et ça n'a pas changé. C'est encore comme ça. J'ai posé la question dans ce même amphi à des représentants politiques qui faisaient une conférence pour l'UCFLNKS sur le transfert, comme on dit, de l'école primaire en 2000 et secondaire en 2012, dans lequel il y a ça, justement, qui est maintenu. Et qu'est-ce qu'on ferait après? Si, le 4 novembre, on vote pour l'indépendance, est-ce qu'on conserve la même chose ou est-ce qu'on fait autrement? Est-ce que les politiques locaux peuvent effectivement prendre en compte le fait que l'école en Nouvelle-Calédonie doit être décidée dans un cadre calédonien par des Calédoniens? Certes, avec comme vous le disiez très justement, avec des négociations, des accords, des discussions avec la France. Mais tant que ça restera comme ça, la négation de la culture et de la langue des enfants kanaks en Nouvelle-Calédonie est, pour ma part, enfin c'est mon analyse, peut-être pas la seule cause, bien évidemment, mais au moins une cause fondamentale de la question de la délinquance dans ce pays. De plus en plus jeunes, les jeunes abandonnent l'école très vite, les jeunes kanaks. Et qu'est-ce qu'on fait? On met en place, on renforce des institutions militaires comme le SMA pour justement tenter de récupérer ces jeunes en errance scolaire pour leur donner évidemment une formation militaire, le petit doigt sur la couture du pantalon, etc., pour essayer de s'en sortir avec des métiers de carreleur, etc., tout ça. D'accord. Et le reste? Le premier avocat kanak a prêté serment l'année dernière. Est-ce qu'on peut continuer comme ça à dire on va construire un destin commun? La perspective des jeunes kanaks ici est un avenir fermé dans les études supérieures. Et pourtant, ces jeunes kanaks de 25 ans représentent la communauté d'appartenance la plus importante du pays.
Les Européens qui ne représentent pas cette majorité-là ont au contraire un avenir très ouvert sur les études supérieures. Les données sont très claires à l'heure actuelle. On a ça sans aucun problème. Est-ce qu'on peut penser continuer à creuser les inégalités dans ce pays, et notamment les inégalités scolaires, pour construire un destin commun? Voilà ma question. Voilà là. Vaste programme. Bien dit, monsieur. Je comprends bien ce que vous dites. C'est une question depuis longtemps. Hein. En 1967, Paris a repris contrôle des écoles secondaires, par exemple, en disant que les instituteurs n'étaient pas assez formés, etc., etc. Mais c'est vrai que la question d'éducation est difficile, hein, parce que on a fait des efforts de localiser les cours, par exemple, d'enseigner les langues kanak, etc., adapter l'éducation. Mais en même temps, il y a des gens, même comme Elie Poigoun, qui ne supportaient pas les écoles kanak pendant les années 80 et continuent à dire qu'il faut une bonne formation pour développer le pays, etc., etc. Il était un foulard rouge, mais il était aussi quelqu'un qui peut penser pour lui-même. Ce n'est pas une question facile répondre à ça, parce que même aux États-Unis, on a le même problème, surtout dans les grandes villes, dans les quartiers pauvres, l'aliénation des jeunes, surtout des minorités, continue à être un problème. Vous pensez que vous avez la délinquance ici? Venez visiter Détroit, de Chicago, Los Angeles, New York. C'est un problème, on lutte avec ça tout le temps, toujours chez nous, parce que le problème, c'est que l'aliénation commence même avant l'école, je pense. Et si les parents ne sont pas engagés avec le procès pour encourager leurs enfants à étudier, à apprendre et leur donner des raisons pourquoi le faire, comme mes élèves en Afrique, ils travaillaient beaucoup parce que les parents leur disaient, si tu reviens au village et tu n'as pas de bonnes notes, tu sentirais une punition. Alors, ça, c'était un peu sévère, mais quand même, il faut regarder un peu l'aliénation et les causes de ça, les motifs pour ça. Et ça, ce n'est pas facile. Sans adresser, comme vous dites, les inégalités. Est-ce que les minorités ou les indigènes voient une futur dans le système? Est-ce que le système leur dit quelque chose, les attire d'une façon? C'est difficile à changer ça, comme beaucoup de choses, mais le problème est réel. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'assistance qui veut parler? Oui, bonsoir, monsieur le professeur. Bonjour. Je suis élu de la Pointe des Îles, originaire de Marais. Oui. Voilà. Dans votre exposé, c'est vrai que ce que dit Mme Némia tout à l'heure, il y a l'exposé historique qui correspond effectivement aux différentes histoires de réveil kanak, de nationalisme kanak. Et puis, dans votre exposé, j'ai compris qu'il y a des moments déjà dans cette histoire-là de lutte, des moments qui amorcent une certaine autodétermination. Il y a la loi cadre, et puis plus tard, et puis les accords de Matignon et Nouméa, et notamment l'accord de Nouméa, c'est bien un processus de décolonisation qui est poussé loin, vraiment poussé loin. Le problème maintenant, c'est vrai, on ne peut pas non plus faire l'impasse des inégalités sociales, des inégalités socio-économiques. C'est sûr. Je pense qu'il y a un chiffre qui indique que il y a 14% de la population qui vivent
en dessous de seuil, enfin, seuil de pauvreté, mais qui vivent avec, je ne sais pas comment c'est le revenu du seuil de pauvreté, mais en tout cas qui vivent justement à ce niveau-là. Et quand on sait que le SMIC, il est quand même à 170 000 francs. Donc moi je dis ça parce qu'à des moments qui appellent le peuple calédonien à l'autodétermination, il y a toujours des enjeux, et notamment des enjeux économiques, qui font obstacle. Voilà. Alors, pour comprendre le référendum du 4 novembre, c'est la grande question de la nation qu'on va former. Nous avons un territoire où tout le monde a un pays, a une terre. Je crois que c'est les conditions, il me semble, quand je me rappelle des cours de droit constitutionnel, 3 caractéristiques qui fondent un État, c'est appartenance à une terre, à un pays, avoir des institutions pour gouverner, pour gérer les besoins des populations, la santé, l'enseignement, l'économie, etc. Et puis former une nation. Et c'est ça qui manque. Et c'est ça qui manque, et c'est ça qui fait le décalage entre la bipolarisation politique, les grandes tendances, et la réalité des gens. Mais il y a un destin commun en brousse. Mais c'est ces vieux-là qui vivent ensemble, à Bourail, à Ponériouin, entre vieux Kanak, vieux Caldoche, mais qui se connaissent depuis des siècles. Donc, et c'est ça, ils ont du mal, les partis politiques ont du mal à le traduire, ça, ce destin commun. Voilà. Mais on le vit. On a les mêmes réflexes que les Calédoniens de Brousse, de Bourail. J'ai les mêmes réflexes de pêche ou de chasse que ces gens-là. Ils savent c'est quoi les coutumes kanak. Et même, il se trouve qu'il y a des tribus qui vont aller acheter les idiomes de coutumes chez les voisins calédoniens. Donc voilà la problématique qui se pose. Et c'est la problématique de dire, eh bien, il y a la consultation du 4 novembre. Après, vous avez dit, dans n'importe quelle situation de décolonisation, la France ne quittera pas. Et je pense que la France continuera. Mais la question, c'est comment ces formes d'autonomie large, de compétences, puissent se poursuivre. Et se poursuivre pour bâtir réellement le destin commun, cette nation calédonienne. Voilà, merci. Merci pour ça, oui. Je pense que je suis d'accord avec Pierre Froger, une fois, que le destin commun doit se construire ici dans le Sud. Parce que les Kanaks gouvernent déjà 2 provinces depuis 30 ans au moins. Et vous avez raison, je pense que en Brousse, les gens se connaissent depuis très longtemps, la plupart du temps, ils sont habitués à cohabiter, même dans les élections municipales qui s'annoncent un peu là. Mais c'est dans le Sud que les gens doivent peut-être faire ce travail davantage d'essayer de se comprendre. Et c'est surtout les jeunes Kanaks qui viennent dans le Sud qui sont les plus aliénés, qui se promènent partout, qui boivent trop parfois. On a dû changer les lois pour ça, parce qu'ils se sentent sur une autre planète ici. Et Nidouish Naiseline, quand il était étudiant, vous savez ce qu'il étudiait pour sa thèse? L'aliénation des jeunes Kanaks à Nouméa. Ça, c'est il y a un demi-siècle maintenant. Ce n'est pas nouveau. Ça continue. Et monsieur a raison qu'il faut s'adresser à ça. On ne peut pas l'ignorer. Parce qu'en même temps,
ces jeunes se mettent en colère parfois et il faut adresser leurs besoins, il faut adresser leur psychologie et la cause de ça, ce sentiment que le système ne marche pas pour eux. C'est pourquoi ils imaginent sans doute que si on enlève le système, ça va changer, mais je ne pense pas complètement. Hein. Ce sont des questions difficiles à résoudre, mais vous avez raison que c'est surtout dans le sud qu'on a du travail à faire, je pense. On va prendre une dernière question, peut-être, monsieur. Oui. Oui, bonsoir, monsieur Bonsoir. Chappelle. Je voulais d'abord vous remercier pour votre contribution. Merci. Une contribution de plus, contribution à la littérature scientifique et par conséquent politique aussi. Moi, j'ai juste une question simple. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un autre réveil kanak version 2018 ? Répétez la question, s'il vous plaît. C'était un peu trop rapide. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un autre réveil, mais version 2018 ? C'est intéressant parce que il y en a des jeunes Kanaks qui pensent c'est vieux, ils ne font pas ce qu'il faut faire. Hein? Et on pensait la même chose. Chaque jeune génération pense ça. Moi, je l'ai pensé chez moi. Les jeunes n'ont pas de patience. Les jeunes veulent voir les résultats, surtout aujourd'hui, quand on a son smartphone tout le temps et on a des résultats tout de suite de n'importe quoi, on envoie des photos, etc. La patience n'est pas vraiment attirante, disons, dans la population générale, même surtout chez les jeunes. Alors, je pense peut-être qu'une sorte de réveil kanak aiderait le problème dans le sens de donner voix aux gens qui sont malheureux, fâchés de la situation, de les faire organiser quelque chose comme ça. Il ne suffit pas peut-être de simplement organiser plus d'activités sportives, des choses comme ça, pour les faire distraire. Il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment mobiliser la jeunesse à réfléchir sur ces questions dans tous les sens. C'est une idée, peut-être, parce que les jeunes qui ont commencé le réveil kanak étaient non-violents. Ils écrivaient beaucoup, ils parlaient beaucoup, mais personne ne les écoutait. Ils étaient démonisés. Alors, il faut donner voix peut-être, il faut aller demander, encourager les jeunes de former leurs pensées, de les exprimer au lieu de boire ou quelque chose, casser les fenêtres, brûler les bâtiments, quelque chose comme ça. Enfin, encore c'est plus facile de dire que de le faire, mais c'est une idée peut-être. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Françoise Guérol qui va nous parler un peu peut-être des punks. Oui, il est assez tard pour parler des punks. Je pense qu'on reviendra sur le livre lui-même pour une prochaine coédition, peut-être. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venus si nombreux et puis d'avoir animé ce débat. Je crois que je vous remercie à vous tous, mais et puis aussi au public, si vous étiez particulièrement nombreux ce soir. Et juste pour souligner qu'on est vraiment à un tournant de génération, c'est aussi pour ça que la mémoire des événements, comme la mémoire de beaucoup d'autres choses en Nouvelle-Calédonie, il y a un gros travail à faire en histoire de ce point de vue-là, et de manière à pouvoir justement faire perdurer cette mémoire et bien évidemment l'ensemble de ces mémoires partagées. Donc merci beaucoup David d'avoir contribué
à une partie de cette mémoire. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et un grand merci d'être venu à l'université. Merci.